moi, il y avait dans le monde, il y avait l'immobilier physique à Paris, le cash, et c'était fini. J'ai pas besoin de ces loyers pour vivre. J'aurais probablement dû faire dès le début une SCI à l'IS. J'investis beaucoup et massivement sur le crowdfunding français parce que je trouve qu'il est d'une qualité vraiment exceptionnelle. J'ai fait une allergie. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas ça la vie. On dirait un mec qui a été traumatisé dans une prison alors qu'honnêtement c'était une vie de bureau classique que tout le monde connaît. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e épisode du podcast Discutons Immo. Cet épisode diffère un peu de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent. Il s'agit d'un témoignage, celui de Marc Bluersky. Marc a une formation d'ingénieur dans le secteur informatique. Il s'est désormais créé un style de vie dans lequel il voyage beaucoup, tout en investissant et en créant du contenu sur Internet. Ses business en ligne sont au service de son mode de vie nomade. Marc a investi au départ dans l'immobilier physique et depuis quelques années également dans le crowdfunding immobilier. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le crowdfunding immobilier, je vous invite d'ailleurs à lire l'article que j'ai publié sur le blog il y a peu. Je vous mets le lien vers l'article dans la description de cet épisode. Marc propose régulièrement des analyses de projets de crowdfunding. Cet épisode constitue donc un échange avec Marc sur ce qui l'a amené à son mode de vie nomade, son parcours, la création progressive de son patrimoine immobilier, son approche des investissements immobiliers et du crowdfunding en particulier. À cette occasion, Marc partage également ses conseils pour démarrer l'investissement en crowdfunding. Enfin, Marc partage comment il a été amené, un peu par hasard, à développer ses business en ligne. Cet enregistrement a été réalisé en visio, alors que Marc était à Bali, assis à la terrasse d'un café, sirotant un cocktail et à quelques mètres seulement de la plage. On ne pourra que s'apitoyer sur la situation vraiment tragique de Marc, n'est-ce pas ? Malheureusement, en raison de ces conditions de vie absolument insoutenables, la qualité sonore de cet enregistrement ne peut rivaliser avec celle d'un studio professionnel. Mais bon, on fera avec cette fois-ci. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est un peu un nouveau type d'épisode que je propose puisque l'idée, c'est d'avoir un témoignage de Marc sur son investissement dans l'immobilier depuis déjà pas mal d'années et puis sur son mode de vie, en effet, que ça lui permet aujourd'hui. Peut-être pour démarrer, Marc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quel a été ton parcours On voit que là, tu as l'air d'être dans un coin assez sympa. Là, je suis à Bali. Ma vie, ma trajectoire de vie. Donc moi, je suis né en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Parcours scolaire classique, plutôt bon à l'école. Après, je vais faire classe préparatoire, maths spé, école d'ingénieur. Donc tout vraiment, j'ai un parcours très linéaire. Et donc voilà, je vais commencer à travailler, puis je vais épargner, puis je vais investir dans l'immobilier assez tôt. Enfin, assez tôt. Il y a des gens qui investissent à 18 ans, 19 ans. Moi, j'ai attendu 26, 27, même 28 ans pour avoir mon premier appartement. Voilà, donc j'ai travaillé comme ingénieur dans des banques. J'ai fait un master de finance de marché. Donc j'ai travaillé d'abord comme développeur, puis rapidement comme business analyst, comme expert sur des logiciels financiers. Donc dans des banques d'investissement et des sociétés de gestion d'actifs. Puis j'ai travaillé comme freelance. Ça va être important dans l'explication parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cash. J'ai pu épargner énormément. J'ai recyclé mon cash dans l'immobilier. Donc ça explique en fait première phase de ma vie où j'ai investi dans l'immobilier. Je vais travailler une quinzaine d'années comme ça. Ok, donc ça fait long. En France et puis à l'étranger, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni, Singapour, Jakarta. Puis à un moment donné, en fait, je vais réaliser que j'ai plus besoin de travailler, que je peux vivre de mes revenus locatifs, dans des locations meublées d'appartements à Paris. Alors rien d'exceptionnel. Et puis je vais m'arrêter. Et alors, juste pour se rendre compte, Marc, tu dis que tu as commencé à 28 ans, mais aujourd'hui, on ne sait pas forcément quel âge tu as. Ça fait... Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je suis né en 1980.
J'ai commencé à travailler en 2003, à 23 ans, voilà, parcours classique. Voilà, au début, premier salaire, 32 000 euros annuels, 30 000 euros annuels en fait, plus 2 000 euros de bonus que j'ai jamais eu. Et puis rapidement, en fait, au bout de 6 mois, je vais démissionner, je vais passer indépendant. Je vais être à 500 euros jour. Et ensuite, je vais monter 600, 700, 800, 900, 1000. Je vais dépasser les 1000 euros jour. Ça m'a permis en fait pendant plus d'une dizaine d'années d'épargner environ 100 000 euros par an. Ça va me permettre en fait, comme j'ai un mode de vie qui est très minimaliste, que j'ai toujours conservé comme minimaliste, c'est-à-dire que je dépense pas grand-chose. Voilà, j'ai jamais eu des gros besoins. J'ai commencé à vivre au début dans des studios à Paris, et puis bon, j'ai toujours vécu soit dans des studios, soit dans des 2 pièces, et ça me convient très bien. Donc j'ai jamais dépensé plus de 25 000 euros par an, tout confondu. Donc ça m'a permis en fait d'épargner pendant 10-15 ans, d'épargner environ 100 000 euros par an. Voilà. Ça explique beaucoup de choses en fait dans ma capacité d'épargne et dans ma capacité à investir massivement en fait durant ces années dans de l'immobilier physique à Paris qui rapporte presque rien, mais à l'époque je ne connaissais que ça. Voilà, j'étais parti dans ma tête, c'est l'immobilier physique, c'est les revenus locatifs, c'est ça la rente, c'est ça les revenus passifs, c'est ça la liberté financière. Et j'ai investi dans un premier appartement, deuxième appartement, troisième appartement, quatrième appartement. Donc j'y suis allé à fond avec une exposition massive en fait sur de l'immobilier, c'est-à-dire que j'avais le reste c'était du cash. À l'époque, j'avais pas d'actions, j'avais pas de crowdfunding, j'avais pas d'ETF, j'avais pas de matières premières, j'avais rien d'autre que ça. Pour moi, il y avait dans le monde, il y avait l'immobilier physique à Paris, le cash, et c'était fini. Voilà, ça part de là. Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait, parce que j'imagine que ça a été quand même un peu progressif. Est-ce que tu as eu un déclic, tu t'es dit je veux acquérir cette liberté financière, ou est-ce que c'est quelque chose qui est Ouais, pour moi c'était ça part de très très loin en fait, ça part des premiers mois en fait de travail dans un bureau où j'ai fait une allergie. J'ai dit c'est pas possible, c'est pas ça la vie, on reste pas dans un bureau à faire des choses qui sont inintéressantes. Faut savoir que moi je suis passionné par l'informatique, passionné par la finance, et donc je travaillais dans l'informatique financière. Donc on va dire mais t'as eu ce que tu voulais. Mais c'était horrible pour moi de travailler dans un bureau, de se sacrifier sous lumière artificielle toute la journée comme ça, avec la petite pause déjeuner, la routine qui s'installe, etc. Donc moi j'ai eu conscience que je me sacrifiais. Ok, j'allais me sacrifier quelques années donc je faisais mes petits calculs. Je pense que tout le monde en est au nombreux à faire ces petits calculs en se disant quand est-ce que je peux arrêter de travailler, quand est-ce que je suis libre financièrement. Alors je comptais à l'époque, je pensais à 700 000, 800 000 euros de patrimoine, etc. Donc, et puis à un moment donné, tu vas taper le million, et là t'as tes revenus locatifs, et puis là se posent d'autres questions que j'avais pas du tout anticipées. Ok, d'accord, t'es libre financièrement, et tu fais quoi maintenant? Ok, tu l'as atteint ta liberté financière et t'en fais quoi? Et donc ça c'est arrivé autour de 2017. 2017, j'arrive ces questions commençaient à émerger et à se poser pour moi. Parce qu'en 2017, donc tu étais encore salarié. Alors on est en 2015, j'arrive à Singapour. 2017, je pars. Pour moi, c'est terminé. J'ai mes appartements à Paris, mes revenus locatifs. Je peux vivre tranquillement. Je pars en voyage, backpacking en Asie, parce que moi j'aime bien les voyages, j'aime bien l'Asie du Sud-Est, etc. Donc je pars vivre ma vie de rêve, la vie que j'avais imaginée, qu'on imagine tous d'ailleurs, quand on se dit je veux être libre, je pourrais faire ce que je veux. Bah, ce que je veux, c'est quoi? Pour moi, c'était vivre toute l'année au soleil, sur la plage et compagnie. C'était ça le rêve. Donc je l'ai fait. Et puis, il se passe des choses dans la tête, c'est que comme j'avais acquis une très grosse expertise dans mon domaine de compétences dans l'informatique financière pour les banques d'investissement, on me rappelle. On te rappelle et on te met presque 1 000 euros sur la table, 1 000 euros par jour. Allez, j'ai accepté. La cupidité revient et tu te dis c'est bon, allez, je repars pour 6 mois, 1 an, et puis ensuite je repartirai en vacances, etc. Tu vois, c'est que tu te dis bon, t'as pas besoin de cet argent, mais ça permet pas de racheter encore un appartement, de mettre du beurre dans les épinards, voilà, on crache pas dessus. Ça c'est important que ceux qui veulent atteindre l'indépendance financière, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont devenir très bons dans leur domaine, et on va les rappeler pour ça. C'est-à-dire le monde, les clients, on va leur dire mais non, mais on veut que tu reviennes et on est prêt à te payer cher pour ça. Donc je suis reparti travailler à Amsterdam, etc. Puis j'ai re-arrêté, puis après
on m'a réappelé, il y a eu le Covid, etc. Donc j'ai passé le Covid à Singapour, mais pour rester à Singapour avec les questions de visa, donc les questions administratives, c'était plus simple de prendre un permis de travail, donc reprendre un travail, quitte à ne rien faire, etc. et à être payé, etc. Et puis, donc il se passe toute cette phase, et puis à un moment donné, il y a 4-5 ans en parallèle, je commence à monter des business en ligne, par un total hasard en fait. Et là, je tombe dans un truc totalement que j'avais pas du tout prévu. Donc d'abord sur un logiciel comptable pour faire sa comptabilité des locations meublées non professionnelles, SI, ALIS, etc. Donc simplement des choses que je faisais pour moi, je commence à les partager sur YouTube. Et là, par hasard, par le plus grand des hasards, ça devient un énorme business. Ça devient un gros business. Et ça a commencé comme ça, la chaîne YouTube. Après, il y a eu donc le site web du logiciel comptable. Et puis après, il y a eu le crowdfunding, les analyses de crowdfunding, qui est devenu aussi un gros business d'affiliation, de parrainage et de découverte d'investissement. Donc c'est parti dans une direction totalement inattendue. Et aujourd'hui, en fait, je mène cette vie. C'est-à-dire, je pourrais tout arrêter et vivre de mes revenus passifs, que ça soit maintenant j'ai aussi des dividendes et voilà, j'ai pas simplement je touche même pas en fait au loyer que je perçois de l'immobilier, je touche même pas aux revenus de crowdfunding, je touche presque à rien en fait. J'ai simplement avec les revenus du business, ça couvre largement en fait mes dépenses. Donc je suis redevenu en fait un travailleur, mais cette fois-ci un entrepreneur, c'est-à-dire je peux vivre n'importe où, je peux travailler n'importe quand. Aujourd'hui, voilà, j'ai cette vie. Après, tu me réinterviews dans 3-4 ans, ça se trouve, ça sera carrément autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai cette vie plutôt de gars qui fait des business en ligne. Ça me passionne un petit peu, cette histoire, depuis maintenant 4-5 ans. Alors au début, je faisais ça en même temps, justement, que mon travail de salarié. Et puis à un moment donné, c'est tellement passionnant et puis ça rapporte aussi. Que finalement, tu te dis, bon, allez, allons à fond dessus. C'est tellement génial que c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. D'ailleurs, si je devais réécrire toute mon histoire, je prendrais un risque supplémentaire en partant directement sur des business en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, j'en serais arrivé beaucoup plus loin que ce que j'ai fait, qui est déjà pas mal, mais je serais arrivé beaucoup plus loin. Parce que il y a la passion en plus. Il y a la motivation en plus, alors que sinon, moi, tous les jours, aller travailler au bureau, j'y allais à reculons. Ouais, mais c'est peut-être ça qui t'a donné aussi cette niaque pour tes business en ligne. Peut-être que tu serais pas passé par la case salariat, t'aurais pas développé le business de la même façon. Complètement. Je le dis souvent, je le dis parfois dans mes vidéos, c'est vraiment, j'appelle ça, je crois, l'énergie de la haine, en fait. L'énergie de la nausée, en fait. Le rejet. Il y en a qui font les choses par amour. Mais moi, c'est que quand j'ai découvert les business en ligne, ça a tellement contrasté par rapport à l'horreur. On dirait un mec qui a été traumatisé dans une prison, alors qu'honnêtement, c'était une vie de bureau classique, que tout le monde connaît. J'ai dû passer par ces années j'aurais pu finir en dépression, en burn-out, j'aurais pu terminer, J'ai pas dit burn-out, j'ai dit burn-out parce que je m'ennuyais beaucoup plus que je ne travaillais. Et finalement, effectivement, ça m'a donné un peu la niaque, comme tu dis, pour faire autre chose. Et on comprend à travers ce que tu dis que finalement, ton objectif, c'est pas de glander, puisque finalement, ton maintenant business en ligne te prend sans doute pas mal de temps à développer, même si ça te passionne. Donc finalement, tu cherchais pas à atteindre la retraite avant l'heure. Alors, complètement. Ça, c'est un point important aussi. Je pense que toutes les personnes, je sais pas, qui vont regarder cette vidéo, qui veulent atteindre l'indépendance financière, la liberté, etc. Je pense qu'ils doivent se connaître eux-mêmes et être, honnête avec leur personnalité. Moi, ma personnalité, c'est quoi? C'est que je suis quelqu'un qui me passionne très très vite pour n'importe quel sujet. Je suis quelqu'un je suis très curieux. En fait, je rentre dans un sujet et puis d'un seul coup, je prends un exemple de sujet. Par exemple, je suis rentré sur le sujet des foncières cotées, le sujet du crowdfunding, le sujet, donc il y a pas mal de sujets, de la comptabilité, de location meublée, donc vraiment des sujets de niche comme ça. Et je rentre dedans et c'est vrai que, comme on dit, je dis souvent, la motivation suit l'action, et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on fait des choses, puis d'un seul coup, de fil en aiguille, on devient bon et on se motive et on rencontre des gens. Voilà, sur le crowdfunding, j'ai interviewé par exemple presque tous les dirigeants de toutes les boîtes. C'est devenu un truc hyper passionnant. Et donc moi, je suis quelqu'un de travailleur, de passionné, de curieux. C'est-à-dire que si tu me laisses tout seul, d'ailleurs quand j'étais dans ma phase de vacances où je ne faisais rien, en réalité ça continuait de tourner dans ma tête. Et c'est pas surprenant finalement que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer des business. Au début, la première version du site web de objectif-renta.com, j'avais fait sur mon smartphone, pour dire le truc, tu vois.
C'est-à-dire que j'étais là en train de coder au Laos, j'étais en vacances au Laos, et non, j'ai envie de coder encore, j'ai envie de faire un peu d'informatique. Donc ouais, je suis un peu comme ça, je suis pas un mec, tu le laisses, il va dégénérer, je sais pas, dans des trucs, faire de la fête toute la journée, boire de l'alcool, sombrer dans la drogue ou autre. Il va pas sombrer. Je suis un mec extrêmement discipliné. Je me lève tous les jours, je suis levé tous les jours, lundi au dimanche, je suis levé tous les jours à 6 heures du matin. Je suis extrêmement réglé, quoi. Et pourtant, personne me dit, va te lever, va au travail. Si tu veux bien, Marc, je veux bien revenir sur. Donc, tu parlais de tes investissements. Tu disais que tu avais donc démarré avec de l'investissement en immobilier physique. Et donc, de ce que je comprends, tu as eu et tu as essentiellement des appartements uniquement à Paris, c'est bien ça? C'est ça. Donc, j'ai des appartements à Paris. Le plus petit, en fait, c'est que des studios. Le plus petit fait 26 mètres carrés et le plus grand 37 ou 38 mètres carrés. Donc, c'est que des studios. Alors, pour Paris, il faut savoir un truc, c'est que déjà, 27 mètres carrés, c'est déjà des grands studios. Les studios à Paris commencent à 14 mètres carrés, 15 mètres carrés. Voilà, ils sont situés dans le 16e arrondissement et j'en ai un dans le 15e arrondissement. Pourquoi que Paris? C'est parce que à cette époque, tu avais une connaissance du marché qui était limitée finalement à celle de Paris et tu t'es dit, bah, j'y suis et j'investis là? C'est parce que mes parents ont fait de l'immobilier locatif à Paris et que j'ai vu que ça marchait et que moi je suis voilà, quelque chose qui marche, je reproduis. Donc j'ai fait comme eux, ça a marché pour eux pendant toute leur vie et j'ai commencé, j'ai vu que ça marchait pour moi, j'en ai fait un, ça marche, j'en ai fait deux, ça marche. Bon bah ça marche quoi, ça marche. Attention hein, c'est pas, encore une fois, je le dis souvent, c'est pas avec ça. J'ai un rendement locatif qui est de 2 ou 3%. Hein. C'est vraiment c'est misérable. Mais chaque loyer, sur chaque appartement, c'est à peu près 1 000 euros quand même. Mais là, Paris a pris tellement, il a pris tellement de valeur que rapporté au prix à la valeur du bien, bah, le rendement locatif, il est juste très faible. Sachant que c'est des investissements que tu as fait via financement bancaire ou c'est des choses que tu as pu acheter cash et auquel cas c'est un peu plus intéressant? Non, les trois derniers, je les ai achetés cash. Juste le premier, je l'ai acheté avec financement bancaire, mais j'ai remboursé au bout de quelques années, genre 4 ans, 5 ans, j'avais déjà remboursé. Là, il y en a qui sont en train de se dire, mais c'est une blague, on nous a dit de faire le contraire, déjà, de prendre le maximum de financement, etc. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Moi, je veux bien répondre à tout ça. Pour moi, l'immobilier, comment je l'ai vu pour moi, c'est du recyclage de cash. Du recyclage, on a du cash, on le met dans l'immobilier, surtout à Paris, c'est un peu de la valeur refuge. Et voilà, ça a été très résistant. On l'a vu durant les différentes crises, quand même. Ça a bien résisté durant la crise du Covid, par exemple. Euh, donc voilà. Et puis ça rapporte un petit peu. C'est des achats de patrimoine. Ça rapporte un petit peu. On a des locataires de qualité. Il y a beaucoup de demandes. Il y a une grosse liquidité du marché. Ça a pas mal d'avantages. Et pour ceux qui se disent, avec tout ce cash, tu aurais pu réemprunter et avoir aujourd'hui beaucoup plus d'appartements. C'est vrai. Mais c'est un vrai débat, parce qu'après, plus on a d'appartements, et plus il faut gérer. Déjà, plusieurs appartements à distance, c'est très difficile. Moi, je les gère à distance seul, sans agence. Donc, je te raconte pas, à 10 000 km, c'est chaud. Il y en a qui vont me dire, bah, t'as qu'à prendre une agence, gros malin. Oui, bah, sauf qu'une agence, ça coûte de l'argent et c'est pas forcément très efficace. Okay, donc, bon, voilà, j'ai fait comme ça. Et alors après, qu'est-ce qui t'a amené? Donc là, tu as arrêté l'achat en immobilier physique? Ouais, j'ai arrêté. Alors j'ai arrêté pour une autre raison aussi, c'est qu'après, si je rachète par exemple un cinquième, par exemple, hein, après il y a une question d'exposition. C'est-à-dire quand on fait, quand on arrive à un certain patrimoine, et ça les petits patrimoines ne voient pas. Les gens qui ont 50 000 euros, 100 000, 200 000, 300 000, ils voient pas ça. Et quand on arrive à des patrimoines plus gros, en fait il y a une question de diversification. On va pas tout mettre dans l'immobilier. Et on va pas tout mettre dans l'immobilier physique. Et on va pas tout mettre dans l'immobilier physique à Paris. C'est hyper concentré en fait. Donc c'est hyper risqué. Okay, donc ça c'est première raison. Deuxième raison, c'est des raisons de taxation à deux niveaux. D'abord parce que après, à partir de 1,3 million, en fait, on passe sur les tranches de l'IFI. Okay, alors il y a une décote sur quand on fait de la location, une décote de 20% machin, et quand même, tu vas aller taper des tranches de l'IFI. Même si tu es résident étranger d'ailleurs, c'est important de préciser, puisque même si tu es résident étranger, l'immobilier physique français, bah, il est taxé en France. Et le deuxième point sur la taxation, c'est sur tu vas aller taper en fait des tranches. Si tu es en location meublée comme moi, j'ai dû passer en fait des biens qui étaient en location meublée, j'ai dû les passer même en location nue pour pouvoir éviter de passer en location meublée professionnelle, de devoir payer l'URSSAF et compagnie. Donc il y a vraiment des questions de taxation. Quand tu commences à grossir un petit peu, tu te dis ça sent pas bon. Il vaut mieux aller sur d'autres classes d'actifs. Et de toute façon, j'avais envie de diversifier. Donc Parce que là, tu étais tout en nom propre pour tes appartements à Paris.
Ouais, je suis tout en nom propre. Si c'était à refaire d'ailleurs, alors là pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans la même démarche et qui peuvent voir qu'ils vont avoir la même évolution que moi, ne faites pas la même erreur. Alors location meublée, faites-en un ou deux. Mais voilà, faut savoir qu'à 23 000, voilà, vous êtes un professionnel, etc. On peut pas en faire beaucoup. On peut faire à Paris, on peut en faire que deux, sachant que chaque appartement va rapporter plus de 10 000 euros par an de loyer, de recettes locatives. La location nue, elle est très taxée. Donc après, c'est SCI à l'IS. Voilà. Si c'était possible, sachant que moi, j'ai pas besoin de ces loyers pour vivre, j'aurais probablement dû faire dès le début une SCI à l'IS. Peut-être faire un ou deux appartements en location meublée pour exploiter juste la partie non professionnelle. Et sinon, mettre tout en SCI à l'IS, parce que de toute façon, voilà, j'ai jamais touché. Voilà, je touche pas à ces loyers. J'ai pas besoin de ces loyers pour vivre. Une précision par rapport à ce que tu disais pour éventuellement les auditeurs, c'est la fameuse limite des 23 000 euros, elle dépend quand même aussi de ton salaire. Il n'y a pas que la barre fatidique des 23 000 euros, il faut que ça représente plus de la moitié de tes revenus. Ouais. On est d'accord, mais là aussi, par exemple, je vous donne une autre clé. Si vous devenez, si vous êtes indépendant financièrement et si vous vivez de vos rentes, très probablement, vous ne vivrez pas en France. Éventuellement des revenus de salariés, mais ça m'étonnerait, ou des revenus de business ou autres, et ils ne seront pas intégrés dans le calcul pour dire ils sont prépondérants par rapport aux revenus locatifs. Vous vous retrouverez avec uniquement des revenus locatifs en France, et vous aurez ce seuil fatidique de 23 000. J'accélère un peu, je caricature, parce qu'il y en a qui vont rester en France, ils vont travailler, etc. Pour cela, il n'y a pas de souci. Mais pour tous les autres qui vont aller vivre à Bali, en Thaïlande, au bout du monde, et devenir résidents étrangers, malheureusement, ces gens-là, surtout s'ils sortent de l'Union européenne, pourront pas faire valoir qu'ils ont des revenus supérieurs aux revenus des recettes locatives. Ouais, intéressant, bonne précision en effet. Ouais, quand on est expat, c'est différent. D'accord. Et alors maintenant, en ce qui concerne donc le crowdfunding immobilier, on voit que c'est quelque chose sur lequel maintenant tu as misé pas mal, que ce soit financièrement ou même, je veux dire, dans tes communications de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené au crowdfunding IMO et aujourd'hui, quelle est ta position par rapport à ça? Bon, toi-même, t'investis visiblement de manière un peu massive. Moi, je suis tombé, comme un peu tout, je suis tombé par hasard dessus. Il y a 4-5 ans. J'ai un ami à moi qui me montre un petit peu. D'ailleurs, j'ai commencé par le crowdfunding en Europe de l'Est, qui me montre un petit peu ça avec des rendements au-delà de 10%. Moi, j'avais toujours mes rendements locatifs à Paris qui me prennent un effort incroyable entre les dégâts des eaux et compagnie, les relocations, les changements de locataires, les états des lieux, etc. Ça prend beaucoup de temps pour rien, pour 2-3%. Alors que là, je vois plus de 10%. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc j'ai commencé par l'Europe de l'Est et puis ensuite j'ai basculé sur la France parce qu'il y avait des rendements très intéressants et je me suis rendu compte qu'en fait les taux de défaut étaient extrêmement faibles sur les 10 dernières années. Donc le rendement très élevé avec un risque que j'estime faible, surtout si on a la capacité à sélectionner les projets. En réalité, je me suis rendu compte que le crowdfunding, c'était vraiment l'analyse. C'est-à-dire qu'on était là, c'est-à-dire qu'on est seul face à son écran, on a toutes les informations, on a l'analyse, on va utiliser son cerveau. Mais les problèmes immobiliers, problèmes de travaux, problèmes de supervision, des problèmes physiques, ils vont être pour le marchand de biens, ils vont être pour l'opérateur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la diversification. C'est-à-dire que je peux investir partout en France, pas simplement à Paris. Mais je peux investir en Europe partout. Je peux investir aux États-Unis aussi. Je peux diversifier géographiquement. Jamais j'irai en Allemagne. Jamais j'irai. J'ai pas envie d'aller même aux États-Unis. J'ai pas. Voilà, ça prend énormément de temps. Donc là, je peux m'exposer en fait à des marchés qui sont très différents. Donc, je me suis dit, c'est génial. Alors, il n'y a pas que le crowdfunding. Il y a pas que là, je parle du crowdfunding classique de type financement, dette avec obligation à taux fixe. Mais je me suis intéressé et j'ai investi aussi dans les foncières cotées. En gros, voilà, on est actionnaire de grosses sociétés immobilières, etc. Donc tout ça, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est de l'immobilier, mais qu'on peut gérer depuis la plage, depuis son ordinateur. Il n'y a pas toutes les galères de l'immobilier physique. J'en ai cité quelques-unes et les propriétaires sont vraiment ciblés en France. On a vu par exemple, moi, à Paris, la taxe foncière qui a explosé, qui a doublé, pour aboutir à quoi à la fin? À des poubelles qui brûlent dans Paris. C'est pour ça que j'ai payé. C'est du délire. Ou bien avec le risque des impayés, le risque des squats, le risque bon bref, il y a beaucoup de risques que j'ai pas retrouvés dans le crowdfunding où là on participe à des projets de marchand de biens et de promotion immobilière.
Donc je me suis un peu passionné par ça. Je fais très attention à mes investissements. Je suis pas foufou. Donc j'investis très peu. Et puis je monte en puissance. Donc là, au moment où on fait cette vidéo, donc en début d'année, en fait, j'avais fait un point, j'étais à 50 000 euros investis. Donc on voit que c'est ridicule par rapport à mes investissements en immobilier physique. Et voilà, je suis pas une page vierge. Voilà, j'investis d'abord sur d'autres trucs. Et là, au moment où je fais cette vidéo, je dois être à 70 000, 80 000. Et j'ai pour vocation d'arriver à 100 000 et peut-être même de doubler chaque année. 100 000, 200 000, etc. De toute façon, j'investis plus dans l'immobilier physique. Donc j'investis ailleurs, principalement marché action, action ETF. Je fais beaucoup de DCA. Donc là, j'ai un portefeuille qui est autour de 500 000. Sur le crowdfunding, parce que bon, comme tu disais, tu as commencé il y a quelques années où c'était encore un peu le début, on va dire, de toutes ces plateformes qui sont nées, qui faisaient d'autant plus attention à la sélection des dossiers. Il y avait une demande qui restait limitée aussi par rapport aux investisseurs qui investissent en crowdfunding. Maintenant, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir et on le voit avec certaines plateformes, c'est devenu assez compliqué, ça se passe en quelques secondes parfois. En plus de ça, il y a la hausse des taux, il y a de l'inflation. On voit qu'il y a un certain nombre de marchés en Europe où visiblement les marchands de biens et les promoteurs ont un peu de mal à écouler aussi ce qui est mis sur le marché. Moi, je constate même à titre perso quelques défauts et quelques retards. Est-ce que, quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu crois que le crowdfunding à court terme et à moyen terme, c'est encore quelque chose de viable pour quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant, ou il y a une pause à faire sur le crowdfunding actuellement quand même? Tu as l'air de dire que tu vas remettre encore au pot, donc c'est plutôt sans doute confiant, mais... Ok, c'est une bonne question. Alors moi, je reste très optimiste, mais je sais que tout le monde n'est pas optimiste. Hein. Certains disent effectivement les taux remontent, il risque d'y avoir des défauts, etc. Alors il y a un phénomène, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que je pense que sur le crowdfunding et sur les projets de type marchand de biens, en fait, il y a toujours des opportunités, quel que soit le contexte de marché. Alors pourquoi? Parce que les marchands de biens, ils ont des stratégies, ils ont des réseaux, ils arrivent parfois à acheter des biens en dessous du prix de marché, parfois très complètement off market. Parfois ils sont à 50% en dessous du marché. Comment ils font? Ils ont des réseaux, des problèmes de succession, des problèmes d'indivision, des problèmes de et donc ils ont aussi des réseaux pour revendre, etc. Donc il y aura toujours des bonnes affaires. Il y a toujours des bonnes affaires à faire, quel que soit le contexte de marché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on a toujours la possibilité d'être vigilant par rapport à nos critères de sélection. Okay. Donc, je pense par exemple, on peut avoir des investisseurs qui ne prennent que des projets avec des hypothèques de premier rang, par exemple. Tout le reste, donc c'est-à-dire qu'ils éliminent à peu près les 70% du marché du crowdfunding. Ils restent sur les 30% des projets qui ont que des hypothèques de premier rang. Ils peuvent même aller plus loin, où ils se disent l'hypothèque doit couvrir les 90% de mon capital. Ils vont trouver des projets. Alors c'est sûr, il va falloir se battre un petit peu parce que ça va être les meilleurs projets, donc il va y avoir du monde dessus. Mais ce travail d'aller rechercher des meilleurs projets avec les meilleures garanties, ça fait qu'il y aura toujours, on a toujours la possibilité de trouver des projets. Alors après, est-ce que si c'est plus risqué, est-ce que les taux vont monter? Certains pensent aussi que des taux sur le crowdfunding, dans des périodes justement où c'est plus risqué, les taux devraient monter. Je sais pas. En tout cas, à aujourd'hui, je reste optimiste, peut-être naïf, mais pour le moment, pas de souci. Et t'as pas constaté, toi, sur tes propres investissements pour l'instant, un taux de défaut ou un taux de retard qui est quand même pas mal monté ces derniers mois? On a constaté des retards sur, par exemple, la plateforme Estate Guru. On a constaté des retards. Sur d'autres plateformes, sur Club Funding, je crois pas qu'on ait constaté des retards significatifs ou des défauts. Il y a des plateformes qui n'ont aucun défaut depuis 10 ans quand même. Je suis même surpris qu'on n'ait pas plus de défauts et plus de retards. Quand il y a des retards, là, on a des communications des plateformes. Donc toutes ne communiquent pas très bien, mais elles expliquent pourquoi. On essaie de comprendre pourquoi. C'est normal d'avoir des retards. C'est normal d'avoir dans des projets qui durent parfois 2 ans, dans les constructions, les travaux prennent du retard. Vous faites construire sur de l'immobilier physique, vous faites construire votre maison, vous allez aussi peut-être avoir des retards, 3 à 6 mois de retard sur la construction de votre maison. C'est à peu près c'est le même principe. Donc je suis pas inquiet sur les retards, sachant que les intérêts continuent de courir sur les retards. Par contre, on a les statistiques.
Ça, c'est pour que c'est important aussi d'avoir des plateformes qui sont régulées. Par exemple, pour ça, moi, j'aime bien le crowdfunding français, parce que c'est régulé en France. Il y a une communication, il y a les statistiques, il y a les performances qui sont sur le site, qui sont publiées. Tout est, voilà, c'est données publiques, il y a une publication des résultats. Donc, on peut vraiment rentrer dans le détail des analyses, dans le détail des sociétés. Et donc, il faut analyser et puis, si une plateforme, elle a trop de retard, si une plateforme, elle a trop de défauts, il faut partir, tout simplement. Il faut la sanctionner et puis il faut aller voir ailleurs. Ça veut dire qu'elle sélectionne pas assez bien les projets. Il faut rester vigilant. Et ça arrive. C'est pour ça que dans mon club, c'est vraiment la discussion, elle est complètement libre. Et il y a des gens qui se plaignent de certaines plateformes et de certains projets. Il y a un peu de retard, etc. Et on voit que, et j'ai fait d'ailleurs une interview récemment d'une plateforme, je vais pas la citer ici, où j'en ai même fait deux, où j'ai demandé en fait aux dirigeants de s'expliquer sur les retards. Et ils viennent, et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils viennent s'expliquer sur les retards, pourquoi il y a des retards, qu'est-ce qui s'est passé sur tel ou tel projet. C'est partie du jeu. Il faut rappeler qu'on est quand même dans le domaine de l'investissement et que théoriquement, on a un risque de perte en capital. Je dis théoriquement parce que quand on a une hypothèque de premier rang sur un bien qu'on peut saisir et qu'on peut revendre, en fin de compte, on aurait du mal à tout perdre. On n'a jamais vu un projet de crowdfunding jusqu'à maintenant où on perd la totalité, j'en ai jamais vu. Le maximum que j'ai perdu, j'ai pas eu sur une plateforme française, mais sur une plateforme en Europe de l'Est. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. J'ai d'ailleurs quitté la plateforme parce qu'elle avait plein de retard et quelques défauts, et j'ai eu 25% de perte. Sur j'ai investi sur, je dirais, des centaines de projets, peut-être 200, 300 projets. J'ai eu pas mal de retard, ça c'est sûr, mais j'ai eu une fois une perte. Ouais, la question que je me pose quand même, c'est parce que des plateformes comme Estate Guru que tu as évoqué, ce qui permet peut-être de voir tout de suite les retards, c'est que comme c'est souvent avec des intérêts versés mensuellement ou trimestriellement, on peut s'apercevoir assez vite finalement qu'il y a des retards, alors que sur d'autres plateformes, on investit pour 12 mois, 24 mois, 36 mois, et à la limite, on peut pas forcément se rendre compte à date s'ils sont dans la difficulté, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de rembourser tout de suite, quoi. Donc Ouais, alors moi, je vois ce que tu veux dire. Je mitige un petit peu ça en fait. Il y a des plateformes en fait qui versent des intérêts mensuellement, mais il faut bien comprendre. Derrière, faut faire l'effort d'analyser le projet. Si on est sur un projet de construction ou même un projet classique, on achète, on rénove, on découpe, on revend par exemple. Bah, le cash, il va arriver quand? Il va arriver à la fin, au moment où on va revendre. Donc si le cash arrive à la fin et que un investisseur perçoit mensuellement des cash flows, on peut se demander d'où viennent ces cash flows. En général, ils viennent du montant qu'ils ont investi au début. C'est à la fin qu'on va voir. Je sais qu'il y en a qui sont très intéressés par des cash flows mensuels parce que ça fait vraiment l'effet rente, ça fait l'effet revenu passif, quoi. Voilà, comme un loyer qui tombe tous les mois, c'est l'équivalent d'un salaire. On peut se projeter, on a reçu une. Ok. Mais moi, je vois les choses un peu différemment. Pour moi, c'est vraiment quand le projet est terminé. Alors, s'il y a eu des ventes partielles, par exemple, s'il y a eu plusieurs lots, s'il y avait 20 lots, et qu'ils ont revendu partiellement, et que le produit de ces ventes est distribué aux créanciers, pas de problème. Parce que c'est entre guillemets, du vrai argent qui vient de tomber. C'est du cash in. Mais si c'est juste du cash qui est utilisé pour faire semblant, verser ton truc mensuel, mais c'est avec le propre argent que tu as investi au début ou que ça vient ailleurs, des fonds propres de la boîte ou autre, là, je suis moins chaud là. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur le crowdfunding, tu lui conseilles plutôt de se lancer justement de manière diversifiée sur des plateformes étrangères, des plateformes françaises, etc., ou de se concentrer sur des plateformes françaises un peu plus régulées sans doute que d'autres qui se trouvent ailleurs. Ouais, alors et pourtant vraiment je suis je suis typique de l'investisseur non français. D'ailleurs, je suis français, hein, j'ai une seule nationalité, c'est français, mais j'ai tout pour investir ailleurs. Et pourtant, j'investis beaucoup et massivement sur le crowdfunding français parce que je trouve qu'il est d'une qualité vraiment exceptionnelle à tout point de vue. On a un niveau de détail sur les projets qui est très important. On peut aller vérifier les informations. On connaît le pays. Tu m'as posé la question pourquoi tu as investi que à Paris, etc. Parce que moi, j'investis là où je connais. Donc je connais mieux la France que la Moldavie, par exemple. Donc je sais aller rechercher les différents prix, etc. Donc j'ai des références. Pour moi, c'est très important. On a la régulation française qui est assez stricte. Donc, on l'a vu par exemple tout ce qui s'est passé avec l'immobilier fractionné, avec les royalties, etc. On a vu l'AMF qui arrive.
Donc non, moi je considère que faut partir pour un débutant, partir en plus c'est en français, la langue c'est le français. Pour quelqu'un qui est francophone, il retrouve ses billes. Et c'est suffisamment compliqué le crowdfunding, si on veut vraiment rentrer dans des analyses détaillées, suffisamment compliqué pour ne pas se mettre encore plus de complexité en allant à l'étranger. Donc je commencerai en fait par la France, mais avec toujours l'idée en tête que à l'étranger on peut diversifier, on peut faire des investissements en Allemagne, il y a toute l'Europe en fait, elle est à portée de main, hein. La Lituanie, l'Estonie, la Lettonie et la Pologne, etc., etc. D'accord. Et donc, malgré tout, la diversification, tu l'as fait en France, et donc sur le nombre de projets en France, avec des montants raisonnables, plus que de vouloir tout de suite partir un peu partout dans le monde, quoi. Ah oui, pour moi, déjà une diversification en France, c'est déjà énorme. Déjà une diversification, faut voir sur le crowdfunding, il y a plein de types de diversification. Bon, il y a la localisation géographique. C'est pas pareil d'investir dans un petit patelin de 500 habitants, d'investir dans une grande ville de 200 000. On a des projets, voilà. Ensuite, il y a la diversification sur les typologies de projets. On a des projets de promotion immobilière, on construit et on revend, on construit de A à Z. Il y a des projets de viabilisation de terrain, il y a des projets de division sans travaux, il y a des divisions avec travaux, il y a des projets, il y a plein de typologies de projets, et avec des risques différents. On a des projets avec de la pré-commercialisation, sans pré-commercialisation, des projets avec des hypothèques, des projets avec des garanties comme ci, comme ça, et des projets aussi de diversification au niveau des plateformes aussi, au niveau des marchands de biens, et on peut mettre des tickets qui sont très faibles. Quand je dis très faible, ça démarre, allez, pour les plus faibles, ça démarre à 1 euro, mais bon, mettons 100 euros. Allez, 100 euros, et puis on a les plateformes qui sont à 100 euros, et puis on a les plateformes qui sont à 1000 euros. Voilà. Ça veut dire que, imaginez, au lieu d'investir dans un bien immobilier à Paris à 300 000 euros, vous imaginez combien de projets vous pouvez faire. Ça en fait un paquet, hein. D'accord. Et alors peut-être qu'on arrive maintenant un peu sur la fin de l'épisode. Si on revient un peu sur ta situation financière et patrimoniale, comment tu la vois évoluer? Tu vas continuer à développer sur tous tes business? Tu veux te renforcer sur certaines classes d'actifs annexes? Comment tu vois les choses à l'avenir? Ouais, alors pour moi, l'immobilier physique, c'est terminé, hein. On a déjà discuté, j'ai donné les raisons. L'immobilier physique en France, hein, c'est fini. Je distingue la partie business de la partie investissement. Pour moi, les investissements, c'est des rendements qui sont entre 5 et 15%. Ça, c'est la partie investissement. Si vous arrivez à faire des rendements au-delà de 20%, comme je dis souvent sur ma chaîne, c'est que vous avez probablement un lien de parenté avec Warren Buffett, puisque c'est le numéro 1 au monde et il fait pas plus de 20% par an. Si vous arrivez à faire du 20% en récurrent, appelez votre oncle Warren, parce que bravo. Déjà du 10%, c'est génial. Donc ça, c'est la partie investissement. La partie investissement, c'est massivement ETF actions. Ça, c'est mon portefeuille d'actions. J'investis beaucoup dessus, tous les mois en DCA, et le crowdfunding. Aujourd'hui, j'ai vraiment ces deux pôles qui sont en phase de croissance. Je ferme pas la porte à de l'immobilier physique, mais si j'en refais, ce sera ailleurs qu'en France pour diversifier. Mais bon, vous savez, je peux rentrer dans les détails, mais en Asie, etc. Il y a rien d'évident. Et moi, j'achète dans l'immobilier physique quand je connais l'endroit, quand je maîtrise la langue, quand je maîtrise l'administration, quand je maîtrise la fiscalité. Je suis pas un mec. Je vois des gens qui arrivent dans des pays qui achètent. Moi, je suis pas comme ça. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Mais la majeure partie de mon temps, en fait, je passe sur mes business en ligne, qui sont vraiment mon activité de tous les jours. Il y a à la fois la partie création, créativité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je continue et que je développe. Il y a la chaîne YouTube, il y a les sites web, puis d'autres petits réseaux sociaux à droite à gauche. Voilà, ça prend de l'ampleur doucement, mais c'est vrai que ça prend du temps et puis c'est passionnant et c'est aussi, il faut le reconnaître, ce qu'il y a de plus rémunérateur. Et souvent je dis, alors que sur les investissements on va faire du 10 allez maximum 15%, sur des business en ligne, là il n'y a aucune limite. Vous pouvez faire plus 100%, plus 200%, plus 5000% en un an, parce que vous avez quelque chose qui explose. Et ça je pense que j'étais fait pour ça à la base. Mais je suis rentré avec les études, etc. On arrive dans le salariat, on rentre, on suit tout un chemin qui est tout tracé. Et puis à un moment donné, j'ai basculé. Il y en a qui basculent, il y en a qui basculent pas. Mais ce qui est bien avec les business en ligne aussi, c'est que on peut les faire en side business, on peut faire à côté.
pouvez être salarié, etc., ou indépendant. Vous avez votre activité de tous les jours, votre routine, et à côté, vous démarrez quelque chose. Et là, vous voyez. Puis, dès qu'il y en a dès que vous voyez que les business en ligne, en fait, ils prennent de l'ampleur, et à un moment donné, vous posez la question. Est-ce que je bascule, est-ce que je bascule pas? Et puis, on n'en a peut-être pas trop parlé aujourd'hui, mais je crois que pour toi, c'est important aussi d'avoir un équilibre. Tu fais pas mal de choses à côté. Tu consacres pas toute ta journée, je crois, à tes business, quoi. Non, vraiment, honnêtement, je le fais. C'est pas du tout en mode routine. C'est-à-dire qu'il y a des journées, je peux travailler sur mes business 1 heure. Il y a des d'autres journées, je peux travailler 10 heures dessus. Donc, c'est totalement flexible. J'ai aucun horaire. Ok. Donc, moi, ce que j'aime en fait, c'est vraiment la vie. Donc là, par exemple, je suis à Bali. Voilà, j'ai un visa long terme à Bali, donc je reste ici. Avant, j'étais à Singapour, où je suis resté 2 ans et demi, etc. Donc pour moi, les business sont au service d'un style de vie. Ok. Pour moi, voilà, je vais pas envoyer de fusée dans l'espace. Je suis pas Elon Musk. Je vais pas inventer des trucs. Je vais pas sauver l'humanité. Donc, pour moi, c'est vraiment le style de vie. Ça veut dire quoi, style de vie? Ça veut dire que je mets un cadre autour de moi qui est celui qui me convient. C'est-à-dire, pour moi, je parle pour moi, pas d'hiver, jamais de froid, jamais de, si je peux, pas de pluie. J'étais à Tenerife avant, il n'y avait pas de pluie. Bon, là, il y a de la pluie en Asie du Sud-Est. Mais voilà, c'est créer le cadre. Créer le cadre. Parce que l'enthousiasme qu'on a et l'énergie qu'on a, c'est énormément lié, en fait, au cadre. Moi aussi, j'aime bien voyager, j'aime pas rester dans un seul endroit. Donc, je passe 2 semaines, 3 semaines, un mois dans un endroit, je bouge, je vais sur une île, je change, etc. Une vie un peu comme ça, nomade. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour vendre ce style de vie, parce que c'est pas pour tout le monde. Si votre style de vie, c'est de rester dans une maison et d'être tranquille, il y a vraiment aucun souci. Et c'est de vous dire, idéalement, quel est le style de vie que je veux? Quel est l'endroit où je veux vivre? Comment je veux vivre? Et les business que je fais, qui sont passionnants, etc., doivent être pour moi au service de ce style de vie. On s'achète en fait ça. Je me suis acheté quoi? Je me suis libéré par exemple, j'ai plus de réunions par exemple. Des réunions tous les jours. Vous avez une réunion dans votre calendrier, vous êtes obligé d'y aller. J'ai plus ça. J'ai plus le matin, je dois aller travailler, etc. Si j'ai envie de travailler à 3 heures du matin, je travaille 3 heures du matin ou à minuit, etc. Je fais absolument ce que je veux. Si je veux arrêter de travailler pendant un mois, j'arrête de travailler pendant un mois. J'aurai les conséquences de ça. Les conséquences, c'est que ça va moins se développer, etc. Mais je pourrais blâmer personne. Vous avez des résultats que vous méritez, bons comme mauvais. Et ça, c'est beau parce que vous affrontez en fait une réalité. Vous n'êtes pas en train d'avoir un boss qui vous dit t'as mal travaillé, t'es nul, tu vas pas avoir de bonus, alors que toi tu penses que t'as bien travaillé. Là, c'est pas là la réponse, tu l'as. La réponse en tant que créateur de contenu, c'est les gens qui voilà, et ils trouvent ton contenu bien ou nul, et voilà, c'est eux qui décident. Hein, c'est pas, tu peux pas aller scander sous les toits que ce que t'as fait c'était génial, alors que les gens n'ont pas aimé. Mais t'as une liberté. Tu peux tester, tu peux tenter, tu peux faire ce que t'as envie. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Marc d'avoir partagé avec nous tout ça. Est-ce que tu peux peut-être indiquer comment les gens peuvent, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, retrouver un peu tout ce que tu as dit, ta chaîne YouTube et ton site? Sur la chaîne YouTube, hein, vous tapez Marc Bluer Sky, on mettra peut-être un lien ou on mettra le nom quelque part en dessous de la vidéo ou autre. Marc Bluer Sky, et dans les vidéos, vous allez retrouver le site, mon site d'investissement objectif-renta.com. Ce qu'on essaye de faire en fait, c'est je dis on parce qu'on est plusieurs maintenant, c'est de faire des analyses de projets de crowdfunding. C'est-à-dire on va analyser les projets, donc ça c'est intéressant pour ceux qui arrivent, qui veulent comprendre. Ils peuvent aller gratuitement en fait voir toutes les analyses de crowdfunding, comment on analyse et quelles notes on met. Et ce qui est top, c'est les gens peuvent voter pour déterminer si le projet est bon ou pas. Et donc j'ai aussi un club sur Telegram où justement on peut échanger et parler. Tout le monde peut s'exprimer librement. L'objectif, c'est des analyses indépendantes. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire de la promotion d'un projet, d'une plateforme, parce que la plateforme, elle va nous payer ou autre. L'objectif, c'est d'être totalement indépendant. Si le projet est nul, le projet est nul. Voilà. Si le projet est très bon, le projet est très bon. C'est ça l'idée. On mettra tous les liens, de toute façon, comme tu dis, en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse.
et qu'ils n'hésitent pas à aller visiter ta chaîne et le site, en effet, que je connais bien, qui sont assez pratiques, notamment pour le crowdfunding, mais pas que. Je vous laisse aller découvrir tout ce qu'on peut voir. Il y a des simulateurs, si vous voulez devenir rentier, par exemple. Simulateur rentier aussi. Voilà. Bon, en tout cas, encore merci, Marc. Merci à toi. Et on voit que, bon, on te plaint beaucoup en voyant où tu te trouves actuellement. J'essaie de montrer. Ah, c'est un peu pixelisé, mais... Ouais. On devine. Bon, bah écoute, merci encore. Et puis à très bientôt. Ciao. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.